Dans cet épisode, on va parler de bonheur, de perte de poids, d'image du corps, de troubles alimentaires et bien d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast À la recherche de l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois mon tout premier invité sur ce podcast, Claire du blog Eurocoach, qui va nous partager son histoire et ses astuces. Sur ce, c'est parti. Donc bonjour Claire, Bonjour bienvenue Yannick, dans ce podcast merci. qui va parler... Ravie d'être avec toi. Merci. Et je voulais tout d'abord que tu te présentes en quelques mots pour les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent aujourd'hui. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Dans quelle étagère? Voilà, si tu peux te présenter en quelques mots. Je sais que c'est toujours un exercice difficile, mais Alors, le pitch. Je suis Claire Castagne du blog heurecoach.fr. Je suis coach bien-être et ma mission, c'est d'aider les femmes à manger librement, mincir et s'aimer. Donc, manger librement lorsqu'on souffre de compulsions alimentaires, boulimie, hyperphagie et également l'anorexie qui sont des maladies liées. Mincir, si c'est le souhait de la personne et dans un deuxième temps, après avoir guéri des troubles du comportement alimentaire, parce que j'estime que c'est la priorité, de s'occuper d'abord de cette santé mentale avant d'arriver à la suite. Et s'aimer, parce que pour moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre aux femmes, c'est aimez-vous, prenez confiance en vous, vivez vos rêves dès aujourd'hui, que vous soyez en surpoids ou pas. La vie n'attend pas, c'est chaque instant qui défile et c'est important de les saisir dès maintenant. Donc voilà ce que je propose. je peux pas être plus d'accord avec toi sur le fait d'être heureux maintenant. C'est là que ça se passe. Je suppose que si tu as choisi ce thème, c'est parce que dans ta vie, tu as une expérience particulière avec notamment, j'ai entendu beaucoup sur l'alimentation et sur les troubles alimentaires. Et c'est quelque chose que toi-même, tu as traversé dans ta vie ou... Oui, 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 ben, je pense malheureusement comme beaucoup de femmes, même si c'est pas un sujet duquel on va discuter facilement entre copines ou en famille, ça reste encore assez tabou. J'en ai souffert pendant de mon adolescence, depuis mes 15 ans jusqu'à je dirais mes 30 ans, 32 ans. Donc pendant de longues, longues années. Une phase d'anorexie et puis principalement boulimie ou hyperphagie. Alors j'explique pour ceux qui connaissent pas, les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie mentale, hein, ça vient de la tête à la base. Ok. C'est souvent déclenché par un régime. Ben, moi, c'est ce qui s'est passé à l'adolescence. Mon médecin m'a dit tu es ni grosse ni maigre, et j'ai retenu le ni maigre. Et du coup, ça a été un petit peu le déclencheur sur un terrain d'hypersensibilité, d'histoire familiale difficile, de plein de choses que je pense beaucoup de personnes peuvent connaître. Et du coup, la nourriture était devenue un refuge. Et c'est à la fois une façon de se détruire et d'anesthésier un petit peu des émotions trop fortes, en mangeant jusqu'à se péter le bide et à se sentir super mal. Et en fait, pourquoi c'est un problème? C'est parce que c'est un cercle vicieux. Quand on met le pied dedans, c'est involontaire, hein, c'est pas une question de manque de volonté ou quoi, mais on commence à manger, manger, manger parce que c'est comme une drogue facilement accessible. Et après, on va se sentir nul, on se sent misérable, on s'en veut, et on va se promettre que c'est la dernière fois et que le lendemain, on va se restreindre, on va maigrir. Et du coup, compulsion, restriction, et la restriction, elle mène à une nouvelle compulsion. Parce qu'on s'interdit des aliments, on se sent coupable, et cette notion de culpabilité Ouais. et de mésamour de soi va entraîner une nouvelle crise. Donc voilà, souvent on cherche à s'en sortir par les régimes. Enfin, moi j'ai tout testé, hein. J'ai testé l'hypnose qui aide beaucoup, mais sur des sujets un peu plus peut-être ponctuels. J'ai fait une psychanalyse pendant des années. Ça m'a pas servi à guérir. Ce qui m'a permis de guérir, c'est le coaching. Parce que en fait, c'est une méthode de guérir ce rapport à l'alimentation en légalisant tous les aliments, en faisant disparaître la culpabilité et en parallèle en travaillant sur l'amour de soi, l'estime de soi. Et petit à petit, les crises n'étaient plus des crises.
C'était devenu des festins et puis, de fil en aiguille, bah, je me sentais plus privée, donc j'avais plus envie, si j'entamais un paquet de gâteaux, j'étais capable de le laisser, sans le finir et puis, j'ai vécu encore plus ma vie avec intensité en me concentrant sur des choses qui valent vraiment la peine d'être vécues. Parce que non, votre poids, le fait de maigrir et l'alimentation, ce sont pas des sujets qui méritent de s'y attarder autant, en fait. Il y a tellement de belles choses à côté, en vous et dans le monde à explorer, qu'arriver à guérir des troubles du comportement alimentaire, ça aide vraiment à faire un pas dans sa vie pour être encore plus heureuse et épanouie, quoi. C'est Donc voilà mon intéressant message. ça. C'est Ouais. finalement, tu traites le sujet de l'alimentation et du corps, enfin, je parle plus de l'alimentation et de ces troubles-là. Et le message que je retiens là, qui est assez intéressant, c'est finalement d'en diminuer Mmh. l'importance pour Ouais. pouvoir ouvrir sur quelque chose de plus grand finalement. Exactement, exactement. Souvent, moi-même, j'étais la première hein, quand je souffrais de ça. Mon objectif, c'était de maigrir. J'ai tout fait. J'ai fait du sport, de la musculation, j'ai mangé végétarien, j'ai mangé comme ci, comme ça, comme ça. Mais en fait, on reste dans cette obsession de l'alimentation et du corps. Ouais. Et en ouvrant à une autre dimension un peu plus profonde, on se voit justement comme un être entier avec le corps, le cœur et l'esprit. Et le yoga, moi, ça m'a beaucoup aidée aussi et c'est pour ça que en parallèle, j'apprends à enseigner le yoga parce que je trouve que c'est un merveilleux outil pour se reconnecter déjà à sa respiration, à Mmh. son corps, à ses sensations et les personnes, bizarrement, elles veulent maigrir et avoir un corps comme ci, comme ça, pour l'apparence, pour plaire. Mais quand on comprend, en fait, les vraies motivations, ben, on se dit: «En fait, déjà, je peux commencer à m'aimer dès aujourd'hui et à plaire dès aujourd'hui en prenant confiance en moi». Alors que courir après un corps parfait, ben, on sera toujours malheureux et on aura toujours des complexes, même si on atteint, X kilos. Et Donc je surtout pense que c'est important de ça va décaler, ouais. peut-être ça va peut-être pas durer finalement ce corps parfait parce que En on plus, a beau on a beau l'atteindre peut-être un jour, ouais, la vie fait que, on subit certaines certaines choses qu'on ne maîtrise pas forcément. tout à fait, tout à fait et on court tous, enfin beaucoup de femmes en tout cas, courent après cette illusion qui est transmise par les magazines, hein, perdez 3 kilos avant l'été, achetez des crèmes anti-cellulite, faites comme ci, faites comme ça et c'est une illusion de croire que tout ça va nous rendre heureux et mieux dans notre peau et voilà. Donc l'important, c'est la liberté dans la façon de manger, la liberté de s'aimer et voilà. C'est vrai qu'on peut trouver énormément finalement de méthodes ou de choses comme ça. Alors, je parle même pas de la perte de poids parce qu'alors là, c'est la jungle. Ouais. Mais même dans les troubles alimentaires et dans ce genre de souffrance, parce que finalement, quand on a des troubles alimentaires et qu'on on subit la nourriture, finalement, Mmh. c'est une vraie souffrance, hein. J'ai pas forcément eu des troubles alimentaires, mais j'ai pu aussi, dans ma vie, avoir pris beaucoup de poids et avoir subi mon alimentation. Mmh. Et ce qui en découle, c'est une réelle souffrance, finalement, hein. Ouais. Et avec tous ces outils-là, ça peut être finalement très difficile parce qu'on trouve plein de pansements à gauche, à droite, Mmh. mais c'est assez compliqué d'aller à l'essence et de trouver finalement la raison initiale de ce trouble alimentaire. Parce qu'on pourrait C'est dire que c'est ça. un symptôme, non? Finalement, de quelque chose, ce trouble Pour alimentaire. voilà, pour moi, l'explication, numéro 1 des compulsions alimentaires, c'est la restriction. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, c'est-à-dire que ce soit réel, qu'on se prive en sautant le petit déjeuner, par exemple, ou juste le fait qu'on se dise: «Manger du chocolat, c'est pas bien». Parce que si on se dit: «Manger du chocolat, c'est pas bien», on va manger un carré, on va trouver ça bon et on va se dire: «Mince, j'aurais pas dû», mais du coup, ça va entraîner le fait qu'on dégomme la tablette et bon après il y a d'autres explications, tout n'est pas si simple, hein. Il y a aussi tout ce qui est, je sais pas toi peut-être, si c'est ton cas, mais le fait que de manger des choses très transformées, Mmh. c'est tellement bon au goût qu'on va manger plus que notre faim, plus que notre appétit, on va prendre du poids, même sans avoir de compulsion et effectivement, ça peut conduire à une mauvaise santé, une mauvaise estime de soi
il y a quand même beaucoup de causes, donc je pense que c'est pour ça qu'il faut trouver sa méthode. Peut-être que pour certains, ce qui va marcher, c'est alors le régime, moi j'y crois pas, mais peut-être c'est l'hypnose ou c'est la ou faire, une psychothérapie. Mais moi je trouve dans le coaching, ce qui est bien, déjà, c'est que c'est personnalisé. Donc le but, c'est que la solution, elle vienne de l'intérieur de la personne et puis d'être guidé, en fait, avec un process selon les problèmes de la personne parce que chaque histoire est différente. Donc ce serait prétentieux de dire qu'il y a une recette magique mais c'est un chemin. Je pense que c'est un chemin et qu'il faut mener sur plusieurs fronts. L'amour de soi et l'alimentation, pour moi, c'est important de travailler les 2 en même temps pour aller mieux, quoi. Ouais, je pense que c'est un message important, effectivement. Mmh. Et j'avais une question, en fait. À quel moment tu as pu te rendre compte que le chemin que tu avais pris, en fait, la direction que tu étais en train de prendre, elle te servait pas et elle te menait quelque part que tu avais pas forcément envie d'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu avais pris des habitudes, tu avais pris un rythme et justement peut-être les troubles alimentaires ou ce genre de choses et à un moment tu Mmh. t'es dit: «Non, cette direction-là, c'est pas celle que je veux pour ma vie». Il y a eu un moment comme ça où tu te souviens de quelque chose qui a déclenché ça? Alors, bah, c'est intéressant ta question parce que ça me fait penser au terme de déclic Mmh. et j'ai quasiment toute ma vie attendu ce déclic pour guérir des compulsions, sauf qu'il y a pas eu de déclic. Ça a été une succession de prises de conscience et un long chemin et je pense être encore sur le chemin parce qu'il m'est arrivé, il y a quelques jours de alors ça faisait des mois, ça m'était pas arrivé, mais j'ai refait une crise et en fait, je l'ai vécu comme une expérience en me disant: «Qu'est-ce que je pourrais conseiller à ma cliente?» comme si j'étais ma propre cliente et du coup, j'ai analysé, j'ai regardé le nombre de calories, je me suis pesée le lendemain et cetera. J'ai écouté mes sensations et ça m'a fait comprendre que ce chemin, il est pas linéaire, qu'il y a pas un avant et un après. Il y a des boucles, des retours en arrière, et moi, ce qui m'a aidée, c'est vraiment la méthode du coaching pour me débarrasser de cette culpabilité et des crises. Et en fait, c'est comme si on enlevait un brouillard de devant mes yeux et que ensuite ça a créé un déclic où je me suis dit plusieurs années après: «Je veux être coach parce que c'est ça que je veux transmettre aux autres», tu vois? Mais il y a pas eu vraiment, comme une révélation ou un truc, ça s'est fait, des tâtonnements, un peu comme quand on arrête de fumer, tu vois? Moi, j'ai arrêté de fumer il y a peut-être 10 ans maintenant. Bah, j'ai arrêté une première fois, j'ai recommencé, j'ai tiré des leçons et voilà, je le vois plus comme un chemin que comme, un truc où boum, ah bah, en fait, non, la bouffe, c'est pas si important et du jour au lendemain, je vais arrêter de manger. C'est pas enfin, manger trop, tu vois? C'est plus compliqué que ça, je dirais. Ouais, c'est plus un processus finalement pour toi. Ça s'est fait, étape par Voilà, étape et tu as pris conscience d'un petit truc et d'un autre et puis voilà. OK, Comment ouais, ça s'est ça passé pour toi? Parce que tu dis que tu as été en surpoids à un moment, c'est ça? ouais, je faisais 25 kilos de plus donc j'étais proche des 86 pour un 1,70 m donc D'accord. ça faisait pas mal et Mmh. surtout, c'est surtout vivre dans ce corps-là qui me limitait énormément, en fait. Ça, D'accord. c'est ce qui m'a, vraiment fait prendre conscience. Je dirais que c'est pas forcément un déclic comme on peut le dire, voilà, du jour au lendemain, j'ai pris conscience de, mais Mmh. effectivement la grosse motivation qui m'a fait me dire: «Je voudrais reprendre mon corps en main et je voudrais lui donner, ce qu'il a besoin comme un véhicule qui nous permet d'aller du point A au point B», Mmh. de l'entretenir correctement, de lui donner ce qu'il a besoin, pour en fait ne plus être limité par ce corps, mais plutôt être soutenu par ce corps. Et Mmh. ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé, profondément parce que quand, quand tu cours pour attraper un bus puis que tu es essoufflé complètement ou bien que tu veux développer, ta spiritualité, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Mmh. Je suis dans un cheminement, en fait et Ouais. typique, on parle de yoga qui sont des outils qui sont là aussi pour développer la spiritualité. Quand tu es pas capable de tenir certains mouvements, de tenir certaines poses et cetera, que le corps est devenu en fait la limite de ta progression, Mmh.
faut l'équilibrer, en fait. Il y a un moment où il faut qu'il suive le reste. Il faut que l'entièreté de ton être avance. Donc pour moi, ça a été vraiment ça. Pas tant l'image ou parce que finalement, l'image en elle-même de mon corps Mmh, était plus je me focalisais là-dessus et plus en fait ça me descendait qu'autre chose, mmh, j'ai envie de ouais. dire. Et je pense que je suis pas le seul. Le fait qu'on ait envie d'être beau, en fait, c'est presque lutter contre soi-même. Mais exactement, en fait, c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que ce qui est beau dans ta façon d'avoir vu et fait les choses, c'est que on sent que tu as fait ça pour toi et par amour pour toi, tu vois? Et je pense que c'est ça qui a fait que tu as réussi parce que, en tant que femme, on a tendance à détester nos bourrelets, à se voir Mhm. trop grosses et à être dans une guerre contre notre corps. Sauf que ça marche pas, en fait, parce que si on voit pas notre corps comme notre ami, ben, on va continuer à souffrir, à le détester et à rester bloqué dans ces privations, compulsions et ce mal-être. Alors que comme tu le dis, bah, voilà, certes, on peut être limité par le surpoids et tout, mais se dire: «Voilà, bah, mon corps, de toute façon, je vis avec, hein, de la naissance à la mort, ben, c'est mon véhicule», comme tu dis. Autant en faire un partenaire et un allié, autant prendre soin de lui. Autant l'accepter même dès à présent, parce que c'est pas facile quand on est gros, quand on est obèse. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que la cellulite est belle, que c'est beau d'avoir du ventre ou autre. Mais l'acceptation, pour moi, c'est pas incompatible avec le fait de vouloir, perdre du poids et au contraire, c'est même le préalable, je pense. Que chaque étape de sa vie, par exemple aujourd'hui, ben, moi j'ai commencé déjà à perdre, 4 kilogrammes, depuis quelques mois. Je suis encore, en surpoids et j'ai encore envie de perdre du poids, mais je m'accepte, je me trouve belle, j'ai confiance en moi. Si je reste comme ça, c'est OK aussi, mais j'ai quand même un objectif de continuer à perdre et je pense que je vais y arriver parce que c'est mon corps qui va décider tout seul, en l'écoutant, en fait, à terme, à quel poids je dois me stabiliser. Mais ouais, je pense que c'est important de faire les choses pour soi et pas contre soi, en fait. Et donc, toi, qu'est-ce qui te motive finalement à aller dans cette direction, justement, à perdre du poids ou à prendre soin de ton corps? Quelle est ta motivation derrière? Quel est je dirais pas le but, parce que le but, c'est très restrictif, mais qu'est-ce qui te Mmh. drive au quotidien à faire ce cheminement? Alors je dirais que j'ai deux objectifs, en parallèle dans cette, perte de poids. Le premier objectif évidemment, c'est pour moi, c'est parce que, je sais que je suis en surpoids, je sais que je mange trop et que je mange encore, mal, même si je mange de mieux en mieux. Hem, je fais une démarche d'auto-coaching en fait, de me débarrasser des croyances parce que j'étais persuadée qu'en ayant guéri de la boulimie, si j'essayais de perdre du poids, j'allais retomber dans les troubles du comportement alimentaire Mmh. et d'avoir mis cette croyance à jour, ça a débloqué quelque chose dans ma tête et ça m'a permis d'entamer une perte de poids, sans régime, sans me sentir privée et juste, bah, pour être mieux dans mon corps tout simplement donc ça c'est mon premier objectif et le deuxième objectif, ben, c'est pour les autres dans le coaching parce que je me dis: «Ce que je suis en train d'expérimenter, je suis encore, débutante dans le coaching perte de poids, mais je suis en train de le vivre et du coup, je suis en plein dedans pour, pouvoir ensuite transmettre les outils aux femmes comme moi qui veulent guérir, de troubles du comportement alimentaire et ensuite maigrir et je pourrais leur dire: «Bah, voilà, les difficultés» enfin, comprendre les difficultés qu'elles rencontrent, heu, les aider à modifier leur schéma de pensée parce que moi, je suis convaincue que tout se passe d'abord dans la tête. Avant de changer ta façon de manger, il faut d'abord voir comment tu penses, parce que c'est tes pensées qui vont te mener aux actions et aux résultats. Et les gens qui font un régime pour maigrir, ils font que changer leurs actions. Ils remontent pas au niveau avant, qui est la pensée, et c'est pour ça que ça foire. OK, ouais. C'est un point de vue Donc, intéressant. mmh, Et tu soulèves aussi un autre point intéressant parce que finalement, le fait que tu blogues, que tu parles de ce sujet à d'autres personnes, en fait, ça me fait penser au fait d'être seul ou accompagné, en fait, en face de ces difficultés. C'est-à-dire mmh, que le fait d'être entouré, par mon expérience, aide énormément.
Oui. mais je pense que parfois c'est aussi une étape extrêmement difficile à franchir, le fait de demander de l'aide ou de demander du soutien, et cetera, ou d'être accompagné de parce qu'il y a cette espèce de faire face au regard des autres, et cetera, qui s'en Mmh. mêle un petit peu dans l'histoire. Et comment tu le vis, toi, ce côté-là? Alors, je pense qu'il y a 2 questions là-dedans. C'est comment tu vis le regard des autres par rapport à ton évolution? Puisque justement tu Mmh. te mets en avant de ce côté-là. Oui. Et aussi, plutôt seul ou accompagné? Comment, pour toi, tu définis ça? Est-ce que c'est possible les 2 ou? Alors oui, c'est intéressant, pour répondre donc au premier point, comment je vis le regard des autres. Alors c'est vrai que je m'expose, notamment sur Instagram. Je poste beaucoup de photos ou de vidéos, par exemple, de moi en train de faire du yoga. Parce que justement, étant encore en surpoids, je veux montrer que ce n'est pas un obstacle et encourager d'autres femmes à faire pareil. Je n'ai jamais eu, pour l'instant, par internet, de remarques désobligeantes là-dessus, enfin sur mon corps. Mais dans la vraie vie, bien entendu, ça m'est arrivé. Et bizarrement, j'ai remarqué que c'est souvent sur nos complexes que les gens vont appuyer. Et il y a quelque chose qui m'a aidée, c'est dans les 4 accords Toltec. Alors d'ailleurs, je ne sais plus le nom de l'accord, mais en gros, c'est renvoyer à l'autre sa parole. C'est ne pas prendre les choses personnellement. Voilà. Un exemple, quelqu'un récemment m'a fait une remarque, m'a regardé comme ça et m'a dit: «Bah, dis donc, tu as du ventre». Et le ventre, ça a toujours été mon complexe. Enfin, ça l'a toujours été, maintenant je m'en fous un peu plus, tu vois? Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit: «Bah oui, bah, j'ai toujours eu du ventre, tu as pas remarqué?» J'ai répondu comme ça et ça m'a fait cogiter. Je me suis dit: «Bah mince, pourquoi il me parle de ça? Nin c'est vrai que j'ai du ventre». Et après je me suis rappelé de l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement. Donc je me suis dit: «OK, c'est sa parole, je lui renvoie». Bizarrement, lui aussi il a du ventre, donc à tous les coups, c'est que c'est un complexe qui m'a balancé comme ça à moi. Mais je lui renvoie son complexe. Pour moi, c'est OK, je m'accepte comme je suis. Donc donc voilà, donc maintenant, je dis pas qu'il y a pas des jours où j'aime pas ma tête, j'aime pas mon corps, ça arrive, mais je pense que ça arrive à tout le monde, enfin, c'est normal. Le fait de savoir que ça va passer, déjà, ça aide. Donc voilà. Et hem et après, bah, seul ou accompagné, je pense que, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire se sentent, terriblement seules. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et que c'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire, parce que, que ce soit un professionnel de santé, un proche, un coach, peu importe, le problème, quand tu en parles, bizarrement, il s'allège d'un coup. Le fait de l'exprimer, de le dire, de le partager à quelqu'un, tu seras plus tout seul à le porter. Et le coach, en fait, c'est ça, c'est qu'il va t'amener vers la résolution de ton problème et tu seras plus seul. Tu auras quelqu'un avec toi qui partage ton objectif de t'amener là où tu veux. Donc il va pas faire les choses à ta place, il y a que toi qui peux. Non. Ce serait trop facile. Mais en tout cas, d'avoir une écoute, je pense que enfin moi, c'est ce que je souhaite vraiment apporter à mes clients, c'est une écoute et une présence attentive. Et juste ça, déjà, c'est quelque chose de tellement précieux et tellement rare qui fait sentir notre valeur et qui nous aide, qui nous réconforte et qui nous dit: «OK, je suis pas parfaite. OK, j'ai peut-être fait une crise. OK, peut-être aujourd'hui je me sens moche, mais cette personne-là qui m'écoute, elle me reconnaît comme un être humain avec sa valeur intrinsèque, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis». Et de sentir ce lien, moi, je suis convaincue que ça peut aider. Seul, on peut le faire. Bien sûr qu'on peut y arriver. C'est pour ça que je partage autant de choses sur mon blog. C'est pour aider ceux qui veulent le faire tout seuls. Mais disons qu'avec quelqu'un, ça va plus vite et ça aide quand même beaucoup, je trouve. Et voilà. Donc, Ça diminue pas l'accomplissement, la valeur de l'accomplissement, en fait, aussi. Ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que c'est quand même soi qui faisons le travail et qui atteignons la destination. C'est juste, exactement. y aller avec un guide ou bien alors, tourner en rond plusieurs fois, plusieurs fois. C'est plus facile avec le guide qui connaît le terrain. C'est ça.
Mais ça. la distance, on leur a quand même marché et ça, je pense que c'est important que les Mmh gens mh. comprennent aussi que c'est entre leurs mains et que le fait de l'avoir accompli, qu'on a été aidé ou non, c'est un Bien sûr, accomplissement incroyable, en fait. bien sûr. De toute façon, les solutions peuvent venir que de soi. Moi, la première séance de coaching, je pose, des questions pour, voir un petit peu la capacité de la personne à être coachée, parce qu'il y a des gens qui sont pas en mesure de changer à un instant T. Mmh. Ça demande quand même, beaucoup de courage, beaucoup de capacité d'introspection, de voir les choses en face et de vouloir faire quelque chose. Et ça, encore une fois, il y a que la personne qui a les clés en elle. Donc, le coach, normalement, il a déjà vécu la situation, donc il peut savoir un petit peu les obstacles et faire gagner du temps et être là pour donner une structure et un cadre et accompagner la personne. Mais il y a pas de au contraire, il y a pas de honte. Moi, je dis: «C'est super de faire la démarche». C'est déjà un grand point, quoi, un grand pas et voilà. Le but, c'est d'y arriver. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite, mais voilà, parfois les mains tendues, ça fait du bien. Ça aide beaucoup et comme tu disais, une écoute, bienveillante, on va dire comme ça, Voilà, ça peut soigner beaucoup plus qu'on ne le pense. tout à fait, tout à fait. Un peu comme, la méditation, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi, mais Tout à fait, la ouais. méditation, c'est une forme d'écoute de soi, en fait. Déjà, Mmh. C'est une rien que ça, introspection, ouais. rien que d'apprendre à s'écouter soi-même, dans un moment de calme, de silence et de voir les pensées. C'est le travail qu'on fait en coaching, mais de façon plus formelle, en écrivant et cetera. Mais de le faire soi-même, c'est possible, juste en prenant un pas de côté, en observant ses pensées et en se rendant compte qu'on n'est pas ses pensées, en faisant Mmh. germer cet espace intérieur de détachement avec la pratique, hein, c'est pas du jour au lendemain, Comme mais tout, ça hein. laisse du choix, voilà. Ça laisse de la liberté et Bah, je trouve que la ça me permet de rebondir sur une autre question. C'est, quels ont été un peu pour toi les outils, heu, ou les pratiques qui t'ont soutenu durant cette évolution? On parlait justement de la méditation, tu as abordé le yoga. Heu, mmh. Quels ont été ces outils et pourquoi est-ce qu'ils t'ont vraiment, soutenu dans ton évolution? Alors pour moi, le premier outil, je dirais le sport. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours été, très sportive avec, plein d'expériences différentes, boxe, j'ai fait un marathon aussi, maintenant le yoga, comme, prof, et le fait d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, hein, après c'est selon les personnes, mais pour moi, ça m'a déjà, donné, beaucoup de confiance en moi et même quand j'avais peut-être 5 ou 10 kilos de plus qu'aujourd'hui, j'ai toujours réussi à avoir cette confiance en moi, hein, dans les grandes lignes, à me sentir, bien dans mon corps parce que le sport, bah, déjà ça crée des hormones de bien-être et puis, ça permet de voir ton corps comme un allié qui te permet de faire des choses, pour t'amuser et puis d'être, pleinement présent dans ton corps, en fait. Donc ça, j'encourage beaucoup, les personnes à tester un sport et d'ailleurs je viens de sortir un article aujourd'hui, Ah bah, savoir ça si tombe le bien. sport peut maigrir. Voilà, parce que souvent on se met au sport, parce qu'on a envie de maigrir, mais déjà c'est pas forcément, la bonne méthode et puis de 2 il y a beaucoup d'autres bénéfices beaucoup plus profonds que ça au sport. Et puis, bah, du coup le yoga alors je vais intégrer la méditation au yoga parce que Mmh. dans le yoga, il y a aussi des exercices de respiration qu'on appelle les pranayama. À la fin, on se met en shavasana, la posture du cadavre, donc on est allongé et puis on laisse, venir un petit peu les pensées, le souffle et tout ça. Et le yoga, ben, du coup, pour moi, c'est plus qu'un sport, hein, c'est une façon de vivre, une discipline de vie, on va dire. Et pareil, j'encourage, toute personne à tester et à tester plusieurs fois, à changer de professeur, changer de style peut-être, parce que, le yoga, c'est une façon d'être doux avec soi-même, d'être, dans l'écoute de ses sensations, à la fois chercher à étirer un peu plus pour s'approcher de la posture finale,
tout en étant dans quelque chose de raisonnable pour pas se blesser et pour pas être dans la douleur. Donc c'est cet équilibre justement que le yoga apporte dans l'écoute de soi, dans la bienveillance, ce qui n'empêche pas de vouloir, faire des progrès, de pratiquer régulièrement, de chercher à faire une posture et cetera. Mais le yoga apporte juste du bien-être en fait et le bien-être, c'est ça dont on a besoin, enfin tous en tant qu'être humain, je pense donc Il paraît que c'est un des buts les plus communs. il paraît. Voilà. Tu en fais toi du yoga? Alors, je suis pas un grand, pratiquant de yoga. Je m'y suis mis, dernièrement, mais pas tant les postures, mais plutôt, la philosophie du yoga. J'ai découvert ça récemment avec, je sais pas si tu connais Sadhguru? Oui, il fait des Voilà. super vidéos YouTube, j'adore. Et il fait des vidéos incroyables et justement dernièrement, j'ai suivi son programme, Inner Engineering, donc D'accord, ingénierie interne, pour transformer sa vie vers le bonheur en utilisant, justement, sa vision du yoga et d'accord. un cours de 2 minutes, justement promo, il est exceptionnel ce cours Ah et oui. ouais, je l'ai fait il y a 3 semaines, je crois et j'ai encore de la peine à voir, à quel point ça a transformé, quelque chose de très profond en moi. J'en parlerai sûrement, prochainement justement, dans un Mmh. contenu ou comme ça, mais ouais, hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Donc c'est un petit peu ma nouvelle approche du yoga parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus exploré le côté, zen, le côté taoïste. D'accord, Donc très bouddhiste et taoïste en termes de philosophie et de toutes les pratiques qui viennent avec, hein, comme la méditation, comme le tai chi, le qigong, ou simplement, l'art de développer son esprit. d'accord. Le yoga, c'est encore, un des sujets asiatiques que j'ai pas eu la chance d'aller creuser plus que ça et surtout moi j'aime bien passer par l'expérimentation et aller vraiment faire donc l'Inde et peut-être, quelques mois, là-bas me trottent dans la tête depuis, quelque temps, mais ça, ce sera pour Ah! quand les frontières seront, plus clémentes. Mais tu sais, Yannick, je pense que tu es déjà, sans le savoir, un yogi parce que le yoga, c'est pas que faire des postures. Il y Et non? a il y a l'étude des textes, mais il y a aussi le karma yoga, c'est l'action juste. Dans le message que tu transmets, bah, tu fais du yoga, tu vois? Donc Et c'est intéressant justement, une des choses qui me passionne beaucoup, c'est le lien justement entre ces différentes philosophies et si on prend le taoïsme et les arts yogis, ont beaucoup de points, très proches, même si les mots sont mmh, différents, même si c'est un petit peu abordé différemment, on va dire, le fondement est extrêmement proche et il y a beaucoup de liens communs et c'est hyper intéressant à découvrir. Je vous encourage tous à potasser un petit peu, bien que je ne suis pas forcément un fervent, défenseur d'aller, uniquement apprendre de la théorie dans les livres, et cetera, mais juste vous ouvrir et vous intéresser à tous ces univers-là qui peuvent nous apporter pas mal dans notre vie. Ils ont quand même en Asie, ils ont quand même réussi à mmh, condenser, un art de vivre qui est assez incroyable, qu'on n'a pas forcément, autant, ouais, ici en Occident. ouais, tout à fait. C'est très enrichissant, d'apprendre de cette approche et j'ai récemment découvert, à l'occasion de ma formation de prof de yoga que les Védas, c'est donc les textes fondateurs, du yoga, c'est les textes les plus anciens au monde. Mmh. C'est millénaire et de là, a découlé en fait toutes les philosophies et toutes les religions se sont inspirées de ces principes-là. Et à un moment, j'ai posé la question à ma prof, je lui ai dit: «Mais c'est bizarre parce que tu parles de karma, tu parles de choses, ça fait penser au bouddhisme». Et elle m'a dit: «Bah oui, mais en fait, le bouddhisme vient à la base du yoga». Et oui. Donc, il y a beaucoup d'interconnexions dans toutes ces philosophies, ces religions, ces spiritualités. Et effectivement, c'est important de s'y intéresser et puis après de trouver, à nous ce qui nous convient, pour notre vie quotidienne aussi, pour que, bah, pour voir, ce qu'on souhaite y trouver et voilà, c'est très vaste après. Ouais, c'est ça, c'est important aussi de passer ce message.
il y a plein de manières d'atteindre une destination et la montagne, elle a plein de chemins différents. C'est Et ça. c'est pas parce que pour certaines personnes, le yoga aura transformé leur vie qu'on est obligé de passer par ce chemin-là pour atteindre notre destination, notre but ultime, on va dire. Mais que le but, c'est finalement d'être peut-être un petit peu curieux et puis d'essayer, en fait, Mmh mh. de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qu'on a l'habitude et de tenter une nouvelle voie, à moins qu'on ait déjà trouvé, hein, dans ce cas, foncez. Si vous avez quelque chose qui fonctionne pour vous et puis qui vous emmène là où vous souhaitez aller, surtout continuez. Exactement. Ouais, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein. Et au début, moi, ça m'agaçait un petit peu parce que c'est comme le terme lâcher prise, tu sais? Tu es là, mais bah, comment, je lâche prise? Comment je me calme si je suis énervée, tu vois? Et puis sortir de sa zone de confort, on a l'impression parfois, enfin, c'est le truc à la mode, oui, le développement personnel et tout, mais concrètement, mais en fait, moi, j'ai l'impression de répéter beaucoup dans mes articles, le côté, agir malgré la peur, Ouais. dépasser ses peurs et ça rejoint, en fait, ce truc de zone de confort. C'est la zone de confort, c'est ta petite routine, c'est ce que tu sais déjà faire, c'est là où tu es à l'aise. Mais effectivement, tu peux pas grandir tant que tu restes dedans et de tôt ou tard, la vie, elle va t'amener des épreuves et des choses qui vont de toute façon t'obliger à apprendre, à changer, parce que le changement fait partie de la vie. Mais de le faire de sa propre initiative, de sortir de cette fameuse zone, ça rend fier parce qu'on a accompli quelque chose qu'on ne pensait pas être capable et ça renforce la confiance en soi et agir malgré la peur, je pense que c'est hyper important parce que la peur, elle existera toujours. Donc voilà, donc après ça dépend ce qui te fait envie. Si tu as envie de faire de l'escalade et que tu as le vertige, bah, moi je pense que ça n'empêche pas. Tu peux d'abord travailler sur ton vertige et puis faire, des choses, étape par étape, si tu as vraiment envie de faire de l'escalade et puis après tu seras super content Je pense et on se sent jamais aussi vivant que quand on expérimente la vie vraiment. C'est-à-dire qu'expérimenter la vie, c'est justement aller au-delà de ses peurs, de ce qu'on pense être nos limites. Et c'est là, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là quand on accepte la vie complètement et qu'on l'intègre en soi, en mmh, l'expérimentant, qui est un sentiment qui est difficilement explicable, on va dire. On se sent vraiment en vie. Je pense qu'on a c'est tous fait, ça. hein, une expérience dans notre vie où on a repoussé un petit peu ce qu'on pensait être possible, ou bien on a expérimenté quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. Et il y a cette espèce de sentiment de découverte, de vie, en fait, Mmh, tout simplement. exactement. Est-ce que c'est ce que tu recherches ou ce que tu expérimentes à travers le voyage? Je pense que, alors pour moi, le voyage a été grandement un moyen pour Mmh. aller apprendre, notamment dans différents pays. Et puis, j'aime bien aller à la source des choses. Donc, j'aime bien aller là où le cœur m'appelle. Et c'est vrai que le fait de voyager m'a permis ça. Après, ça a été aussi un choix de vie purement financier. Parce que D'accord, contrairement à ce qu'on pense, voyager, parfois, ça peut coûter moins cher que de vivre en Europe. c'est vrai. Donc, ça m'a permis aussi de pouvoir travailler sur mes projets professionnels. Mmh. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a aussi, sous-jacent à tout ça, il y a aussi ce sentiment de vie, en fait, quand on arrive à chaque fois dans quelque chose de différent, qu'on doit s'adapter, comprendre les codes, comprendre les règles Mmh. et observer, en fait, c'est, un déclencheur artificiel de vie dans l'instant. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive et on est un petit peu obligé d'être extrêmement vigilant, présent et vivant parce qu'il se Mmh. passe plein de choses autour de nous qu'on ne comprend pas, dont on n'a pas l'habitude. Et je Mmh. pense que c'est assez, ouais, c'est assez stimulant d'aller dans des endroits où on ne connaît pas, dont on n'a pas Mmh. l'habitude comme ça. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi cette petite recherche de la découverte et de l'exploration Ah, qui est c'est bien c'est ancrée. chouette. Oui, en fait, ça te pousse à sortir du mode pilote automatique dans lequel on est la plupart du temps, C'est avec le ça, quotidien, pour être plus pleinement présent, c'est pleinement ça. conscient. Mmh. Et
Il y a une question que je voulais te poser, c'est une question que j'aimerais poser assez régulièrement dans ce podcast, parce que finalement, je pense qu'on se dirige tous un petit peu, en tout cas les personnes que je vais interviewer ou qui vont venir dans ce podcast, on a un petit peu ce but commun de chercher ce bonheur ou être heureux ou comment vraiment vivre cette vie Mmh. de la manière la plus saine, équilibrée et heureuse possible. Mmh. Et je pense que ce terme heureux, le bonheur, c'est quelque chose qui est finalement assez flou quand on y pense. Et peut-être que je me dis qu'on a un petit peu tous peut-être notre vision du bonheur ou notre vision d'être heureux. Mmh. Et c'est une question que je me pose. Comment tu définirais, toi, être heureux, peut-être en trois mots ou en trois concepts? Qu'est-ce qui est essentiel à être à ce bonheur ou à être heureux dans ta vie pour toi, hein, vraiment pour toi? Alors, en 3 mots, c'est un peu short. Mais, pour moi, être heureux, c'est un état qu'on peut atteindre, quelles que soient les circonstances. Je pense que c'est important de comprendre que le bonheur ne dépend pas d'événements extérieurs, d'avoir perdu X kilos, de vivre dans tel pays, d'avoir l'amour de sa vie ou que sais-je encore. Le bonheur, c'est avant tout dans sa tête et dans son cœur. Donc c'est apprendre à trouver en soi cet espace de joie qui est naturel, je pense, qu'on a tous en tant qu'enfant, on voit bien, on a souvent une spontanéité, une joie, naturelle et donc déjà, c'est la première chose, c'est se détacher des circonstances extérieures pour être le propre moteur de joie. Et en deuxième, alors c'est tout frais dans ma tête parce que c'est une conférence, que j'ai vue hier d'un sage, indien qui expliquait, qui prenait l'image du balancier. Il y a le plaisir et la douleur, plaisir et souffrance. La plupart des gens confondent bonheur et plaisir parce que quand on a quelque chose d'agréable, on se fait masser, on mange un bon gâteau, on bronze au soleil, ben, on se sent bien et on se sent heureux. Mais sauf que le plaisir, il est conditionné et limité dans le temps Mmh. et plus le plaisir est haut, plus la douleur, en face, elle va monter aussi et on va perpétuellement osciller entre les 2. Déjà de comprendre ça, ça aide à se détacher et à vivre les choses et à les accepter parce qu'on sait que forcément ça va passer, que ce soit qu'on soit pas bien un jour, on sait que ça va passer et qu'on soit heureux le lendemain, bah, on en profite parce qu'on sait que c'est dans l'instant. Donc voilà, apprendre à se détacher des choses agréables et pas agréables permet de se reconnecter à cette source de joie plus profonde, hem, qui est le but, je pense, de chacun d'entre nous, d'être heureux. Mais je pense que c'est possible, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, peu importe. Il y a tellement d'exemples de personnes, même handicapées, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui dégagent une énergie. Enfin, Respire le bonheur. Ah non, je suis d'accord, hein. ouais. Donc, observons autour de nous tous ces gens qui ont moins que nous et qui sourient, en fait, et ce sont eux nos maîtres, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je suis pas grand-chose à ajouter. J'ai une vision très proche du bonheur que celle que tu viens de présenter là, donc ça me parle Ouais, beaucoup. ça Ouais. te parle? Je pense que vraiment, comme tu dis, il y a pas besoin d'attendre un facteur externe pour être heureux. Que Mmh. le bonheur, être heureux, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est vraiment Mmh. presque un choix, en fait. On choisit d'être heureux ou pas. Exactement. Alors ça peut peut-être être un peu dur pour, quand on est dans cette souffrance et cetera, d'accepter ce concept-là, d'accepter ce fait, hein, parce que c'est Mmh. réellement un fait. Mmh mh. Mais être heureux ou souffrir, finalement, si on regarde profondément, c'est un choix, en fait. C'est ça et dans la souffrance, il y a une partie, il y a une dimension psychologique. Mmh. Si on prend la douleur, c'est physique. On peut avoir mal sans se rajouter de la souffrance, en fait. Et à travers la méditation, je trouve que ça aide beaucoup. Moi, par exemple, bon, ce matin, j'étais chez le dentiste, j'avais régulièrement des rages de dents et tout ça. Les rages de dents, c'était un super exercice pour moi à l'instant T parce que c'est une douleur vraiment très forte. Et en fait, j'arrivais en faisant un scan corporel, tu vois, à sentir la douleur, mais à sentir que je n'étais pas
de la douleur, que c'était une partie seulement et qu'il y avait plus d'espace autour. Et certes, j'avais mal, mais je ne souffrais pas. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment un point très intéressant. La douleur n'est pas forcément liée à la souffrance. Mmh. On peut avoir Donc mal, mais ne pas souffrir. c'est ça, autant pas se rajouter, Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Et avec c'était vraiment une discussion extrêmement intéressante. Et si les gens veulent suivre un petit peu ce que tu fais et les sujets que tu abordes, comment ça se passe? Tu as un blog et tu as aussi peut-être une chaîne YouTube, il me semble? oui, tout à fait. Alors, c'est surtout le blog, hein, le point central, c'est eurocoach.fr Je vous mettrai sur tout ça de toute lequel façon en description et puis dans les contacts de Claire. Mais super, donc voilà, eurocoach.fr sur lequel je propose un guide, gratuit, 8 jours pour s'aimer et s'accepter quand on est en surpoids. Donc, j'invite, les personnes que ça peut intéresser à le télécharger et surtout à faire les exercices, n'hésitez pas de le dire. c'est important. Voilà. Et puis, je suis aussi très active sur Instagram, Claire-Castagne et là, j'aime bien partager un peu plus les coulisses, le quotidien, ma pratique du yoga, voilà, donner des conseils bien-être et mes expériences, pour pouvoir aider les d'autres femmes, à être épanouies dans leur vie. Bah, parfait. Vous avez toutes les infos qu'il faut. Il vous reste plus qu'à aller sur son blog et aller découvrir tout ça. Merci beaucoup Yannick. Mais merci à toi, Claire. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt tout le monde.